Bonjour, nous sommes le 25 juin 2022 avec une météo qui semble radoucie depuis 2-3 jours. On a eu des pluies, on a le ciel euh, qui est parcouru par d'innombrables nuages, donc on a un ciel couvert. Donc je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas. En tout cas, bon, on espère que la météo va revenir à la normale, c'est-à-dire avec du bon temps, puisque l'été a commencé le 21. Nous sommes à 4 jours de l'été. Les 3 premiers jours de l'été se sont mal passés parce que bon, voilà qu'on se retrouve avec un été avec des températures rabaissées et voilà, des tombées de pluie, alors qu'on a eu un très bon printemps avec des canicules au printemps. Bon, autant se dire que bon, j'espère que l'été sera très bon et qu'on va revenir à la normale par rapport à un printemps qui était très bon. Bon, ben, les pluies, il en faut, ça on peut pas y échapper, tant mieux parce que bon, il faut de l'eau pour, bien sûr, pour la vie, en général, l'agriculture, etc., etc. Ceci étant dit, ici, je vais mettre une expérience qui va mettre en relief la présence de carbone dans les muscles. On sait bien que les muscles, bon, c'est des protéines, je vous le dis tout de suite. Bon, normalement, je ne devrais pas le dire ici, mais vous savez très bien que les muscles qui constituent de la viande sont des protéines. Ils contiennent du carbone, bien sûr de l'hydrogène, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Voilà, c'est un élément de chimie organique, hein, parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est le, tout ce qui est protéines fait partie de la chimie organique. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il fait partie de la chimie organique, parce que c'est la chimie du vivant, comme le sont les glucides, les protides, qui sont les protéines d'ailleurs, et les lipides. Glucides, protides, lipides font partie de la chimie organique. Je vous rappelle que le CO2, c'est de la chimie inorganique, et l'H2O, c'est de la chimie inorganique aussi. Bon, on serait tenté de croire que c'est de la chimie organique, mais non. En fait, ils ont classé ça dans la chimie inorganique. Alors, l'expérience met en relief, ici, dans ce cas-ci, va mettre en relief donc, des produits chimiques pour montrer que le muscle, la viande contient du carbone. Alors vous aurez compris qu'on va faire une réaction de combustion. C'est une réaction de combustion donc, qui est une réaction ici qui sera une réaction redox. Alors voilà, c'est une réaction redox. Alors elle met en relief ici des produits chimiques. On va faire appel à un chimiste qui va mettre en relief des produits chimiques pour voir de quoi va être composé le muscle, la viande. La viande, c'est le muscle, une partie de muscle qu'on va retirer, qu'on va broyer, qu'on va mettre dans une éprouvette, qu'on va mettre ce qu'on appelle dans un tube à essai. Voilà, dans un tube à essai. Bien sûr qu'on va étanchéiser. Et puis après, on va voir. On sait bien qu'on aura des gaz qui vont être récoltés, que ce sera du CO2, parce qu'on aura du carbone, logiquement, présence de carbone dans la viande. Effectivement, il y a de la viande, du carbone dans la viande, effectivement, ça on le sait. Donc, on va faire réagir avec de l'oxygène pour avoir du CO2, et que pour mettre en relève le CO2, on va aller rechercher de l'eau de chaud. Voilà. Donc, la composition, ici, l'expérience, le but, c'est de voir la composition des matières organiques, et notamment ici des protéines. Alors, bien sûr, on va faire une expérience qui va mettre en relief certains produits chimiques et on va faire une observation, on va tirer des résultats par rapport à l'observation et des produits chimiques que nous avons mis en présence. Alors, ce qu'on sait, c'est que le système ici, c'est de la viande. La viande qui est bien sûr constituée de carbone, puisque ce sont des protéines, et il y a aussi des sels minéraux. Donc, on va mettre en relief ces sels minéraux. Donc, on aura un phénomène chimique qui va intervenir, puisque je fais une réaction chimique. Les phénomènes chimiques vont induire soit un changement d'odeur, changement de couleur, changement de... euh, euh, voilà. euh, les molécules, si elles interagissent, on a de nouvelles molécules qui vont apparaître. Donc on peut avoir une détonation, je sais pas, bon, tout peut se produire. Mais en tout cas, ici, on va avoir un changement de couleur. Donc c'est les yeux qui vont permettre de voir cette observation. Donc on va pas sentir, mais on va voir. Et voir, c'est parce que l'eau de chaud va se troubler, on saura qu'on est en présence de CO2 et que le CO2, qu'on a du CO2 et que le CO2 contient du carbone et que le carbone provient de la protéine. C'est juste ça. Alors qu'est-ce que c'est que les protéines? C'est un ensemble d'acides aminés. Bon, les acides aminés, il y en a une vingtaine, voilà, 20, 21, voilà.
et que ces acides aminés, bon, sont les constituants principaux des protéines, tout comme on aurait des mots qui, qui sont formés de lettres. Avec 26 lettres, on peut faire des dictionnaires de français, dictionnaires d'anglais, dictionnaires d'espagnol, etc., etc. On peut faire différents types de dictionnaires rien qu'avec 26 lettres. Et bien ici, les acides aminés, on peut faire différents types de protéines en manipulant, enfin manipulant, non, mais le fait que différentes briques qui constituent les briques de la protéine, ce sont les acides aminés. Avec ces 20 acides aminés, on peut construire d'innombrables protéines, que les protéines jouent le rôle dans beaucoup de choses, dans le transport, la régulation, dans les réactions chimiques, en tant qu'enzymes, etc., etc. Bref, ils interviennent dans beaucoup de choses, dans la structure, voilà, de la peau, les structures du cytosquelette, et tralali, tralala. Bon, euh, les protéines sont présentes grandement dans la matière vivante. Donc on va faire une réaction chimique. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va mettre une éprouvette comme ceci. Ou un tube à essai. Hein, je peux appeler ça. Je vais mettre un tube à essai comme ceci, qui est un tube en verre. On va y insérer de la viande. Alors, la viande, bien sûr, au départ, c'est un morceau de viande. Hein, c'est un petit morceau de viande. Voilà, un petit morceau de viande qu'on va broyer. C'est de la viande contenant bien sûr des protéines. Bon, ça, je vous le dis pas. Enfin bref, vous devez le savoir. Mais c'est surtout qu'on va mettre en relief le carbone. Hein, la présence de carbone dans les matières organiques. Présence de carbone dans la matière organique. Donc ici, on va mettre la viande, on va mettre protéines, on va la broyer, la viande. Alors une fois qu'elle est broyée, cette viande, ben, on va la placer dans ce tube à essai en verre. Voilà. Ça c'est la viande broyée. Une fois qu'on a fait, on a pris un morceau de viande, un morceau de muscle, voilà, on va le broyer. Alors, une fois qu'il est broyé, on le place dans le tube. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va insérer notre matière qui est du CuO. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le CuO. Voilà, ça, c'est le chimiste qui a décidé de mettre voilà, du CuO. Je vais expliquer pourquoi. Et après, bien sûr, ce qu'on va faire ici, on va étanchéiser le tout. Bien étanchéisé. Voilà. Et après, on va mettre. On sait bien qu'on aura. On aura bien sûr un bec bunsen. Hein. Alors, ceci, je vais le réduire un tout petit peu. Voilà. On va aller rechercher un bec bunsen. Bien sûr, bec bunsen avec une vanne, une vanne de contrôle voilà, de gaz. Hein. Permet la régulation via une vanne, une régulation manuelle bien sûr,
du contrôle de gaz et donc du contrôle de la flamme. Par observation, c'est contrôler la flamme. Bien sûr, on va ramener une tuyauterie. Par rapport à une arrivée de gaz. Alors non, on a une source de gaz bien sûr quelque part. On ramène le gaz juste pour qu'il y ait une flamme. Alors bon, comme on sait bien qu'on va avoir une réaction avec un gaz, on met un tube à dégagement à gaz. Alors bien sûr qui va passer au travers de l'étanchéité. Donc dans l'étanchéité il y a 2 trous qui permettent de récupérer, enfin de faire passer le gaz. Je l'ai mal fait ici, je m'excuse. Je vais le redessiner à la va-vite. Alors, on va mettre en relief ce gaz. Si je vais mettre un verre à pied, alors si je peux mettre une cloche pour récupérer le gaz. Là, on a notre tube à dégagement à gaz. Ici, on a le verre à pied et la cloche. La cloche. Bien sûr, ici, on a le bec benzène. Ici, on a l'éprouvette ou, si vous voulez, voilà, l'éprouvette. Le tube à essai. Tube essai. Bien sûr, on a une étanchéité. Une étanchéité dans le tube à essai. Comme j'ai mis avec le rouge, on va mettre du caoutchouc. On va mettre du caoutchouc en rouge.
Alors, on va mettre ici de l'eau de chaud dans le verre à pied. Ah bah ici, je peux pas faire ça comme ça. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Ça, c'est l'eau de chaud. L'autre chose, c'est pour voir la présence de CO2. C'est pour mettre juste la présence parce que l'eau de chaud va changer de couleur. Mais alors, c'est pas l'eau de chaud qui va changer de couleur, c'est le liquide qui contient l'eau de chaud qui va changer de couleur. En vérité, c'est le liquide qui contient l'eau de chaud. Mais on va dire que l'eau de chaud va changer de couleur. On va dire que c'est pas même pas changer de couleur, c'est l'eau va se troubler. On dit qu'elle se trouble. Voilà, donc l'eau de chaud se trouble. Donc, mais en vérité, c'est le liquide qui va se troubler parce que l'eau de chauve, la propriété de l'eau de chauve va pas changer. Alors l'eau de chauve, c'est CaOH2 qui est l'hydroxyde de calcium. Alors bien sûr, le calcium étant de valence 2, bon, en solution aqueuse, ça va donner du Ca2+, plus 2OH-. Voilà, il va se dissocier puisqu'il il est soluble dans l'eau. Alors, le Ca, le OH est un groupement hydroxyde. Bon, il est de valence 1. Le calcium est de valence 2. Si vous faites chiasme, c'est CaOH2. Donc, c'est l'hydroxyde de calcium, c'est CaOH2. On appelle l'eau de chaud. Voilà. Maintenant, tout est prêt pour l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, je vous rappelle qu'ici, il y a une présence de CuO dans le tube à essai avec de la viande broyée plus CuO. Donc, je vous rappelle ça. Hein. J'ai dit que je mettais voilà, de la viande broyée en présence de CuO. Alors, pourquoi le CuO? Je vous ai dit que je le dirai par après. Il faut faire appel au chimiste pour comprendre pourquoi on va mettre du CuO et faire appel au chimiste pourquoi on va mettre de l'eau de chaux. Alors maintenant, je peux commencer à faire l'expérience. Je ramène, bon, bien sûr, l'arrivée de gaz principale est ouverte. Ça veut dire que là, il y a du gaz qui arrive. Bien sûr, il faut ouvrir la vanne. On ouvre la vanne. Ça permet voilà, au gaz de venir ici et mettre une flamme. Une fois qu'on a la flamme, ben, on essaie d'avoir une bonne flamme. La couleur de la flamme pour avoir une bonne flamme. Voilà, la flamme, il faut qu'elle soit bien. Une belle flamme. Bon, ceci dit, bon, il y a des spécialistes des flammes. Hein. Bon, ils savent très bien faire des très bonnes flammes avec une très bonne incandescence. Là, ben, ici, bon, voilà, supposons qu'on fasse chauffer cette solution et là, qu'est-ce qui va apparaître? Ben, on va voir l'apparition voilà, d'un gaz qui va passer. C'est normal parce qu'il y a une combustion. Ce gaz, bien sûr, va essayer de s'échapper. Ben, ici, il est étanchéisé. Il va essayer pas s'échapper parce qu'on a mis une étanchéité. Tout ce qu'il peut faire, c'est passer par ici. Alors, en passant par ici, voilà, il va passer par ici. Et là, il va commencer à faire une réaction avec l'eau de chaud. Et là, bon, il va se troubler. Et ça veut dire qu'on a la présence d'oxygène. Donc il est devenu comme ça maintenant. L'eau de chaud est troublée, on a la présence d'oxygène. Alors on peut récupérer voilà, du CO2 ici, au travers de la cloche si vous voulez. Si vous voulez récupérer du CO2, on en aura ici. Et on peut mettre en relief qu'on a bien du CO2 dans la cloche. Et donc là, ça s'est troublé, on a la présence de CO2 d'office. Alors maintenant, la réaction est la suivante. Donc on a un muscle composé de viande et donc de protéines.
on va mettre en relief des produits chimiques, c'est-à-dire on va mettre du CuO ainsi que du CaOH2. Voilà, pour voir voilà, qu'on a un dégagement de CO2. Bien sûr, il faut voir aussi ce sel minéraux. Ces minéraux, on va les voir tout de suite parce que c'est incandescent. Donc la composition des matières organiques va être vue de cette manière-là, par l'observation et mettre voilà. Alors ici, c'est la réaction, hein. Donc on va voir, bien sûr, ici ce qui va se passer, c'est qu'on aura des sels minéraux incandescents quand tout sera parti, il ne restera plus que les sels minéraux. Donc on aura vraiment la présence de sels minéraux. Et ça, c'est vraiment voilà, l'expérience. Voilà, il faut faire appel au chimiste. Pourquoi? Parce que le chimiste, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais que le CuO va permettre de créer le CO2. Et que on aura du cuivre rouge qui va dénoter qu'on a une réaction redox. Voilà, cette réaction, c'est la suivante. Bon, ça c'est le CaOH2. Bon, c'est pour vous dire que juste que l'hydroxyde de calcium, c'est CaOH2. Et que le CaOH2 va mettre en relief, ça c'est l'eau de chaud, l'eau de chaud va se troubler. Encore une fois, je vous rappelle que c'est pas l'eau de chaud qui se trouble, mais c'est le liquide qui contient l'eau de chaud qui va se troubler, qui va mettre en relief la présence de CO2. Donc on sait bien qu'on a du CO2. Si on a du CO2, ça veut dire que ça vient d'une combustion dont les éléments principaux contenaient du carbone. Parce que l'oxygène provient du CuO. Voilà. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Là, on a réaction CaOH2, qui est la réaction qui est l'eau de chaud en solution aqueuse. On a un dégagement de CO2 quand on commence à mettre le methbenzène en marche, et donc qui va brûler bien sûr la viande. CO2 c'est gazeux. Voilà, on aura un précipité de CO3 dans l'eau bien sûr. On a un précipité, donc on a là c'est insoluble. Donc ce qui est soluble c'est CaOH2, mais pas CO3 qui est carbonate de calcium, qui est de la craie. Ça c'est simplement de la craie qui va apparaître. Donc dans la réaction ici, on aura l'apparition de craie. Je peux pas mettre en blanc, je sais pas si je peux mettre en blanc. Ouais. On va voir de la craie. Ca, c'est du CaCO3 insoluble. On aura un précipité. Donc il est moléculaire là, hein, il n'est pas ionique. Hein. Ce qui est ionique, c'est ce qui est dissociable, mais ce qui est indissociable, c'est moléculaire. Donc voilà, CaCO3, c'est un précipité solide. Et bien sûr, plus de l'H2O. Bon, maintenant, le fait d'avoir mis du CuO, bien sûr, il va rester du Cu plus rouge, qui dénote qu'on a une réaction d'oxydoréduction. Et cette réaction d'oxydoréduction, la voici. Vous aurez compris que c'est une combustion. Hein. C plus O2 donne CO2. Et là, le CuO, il va se décomposer en deux Cu, donc on va retrouver du cuivre métallique qui est rouge, et donc on a bien une réaction d'oxydation. Et donc fatalement, on a son couple. Si on a une oxydation, c'est qu'on a une réduction. Et donc la réduction, c'est C plus 2O, ou C plus O2 donne CO2. Et là, on obtient, le CuO va se décomposer en cuivre métallique et d'oxygène. Voilà, donc ça, le cuivre rouge dénote que... Je vous rappelle que c'est du cuivre CuO, c'est du cuivre de valence 2. Parce que le cuivre, c'est soit 1 ou 2. Comme l'argent, c'est 1 ou 2, le mercure, c'est 1 ou 2. Vous retenez cam de cuivre, argent, mercure, qui, eux, sont 1 ou 2. Et donc 1 ou 2, ben, ça donne soit de l'oxyde de cuivre de valence. L'hydroxyde enfin, c'est pas ça que je voulais voir.
c'est pas l'hydroxyde, c'est le CuO. Alors, l'oxygène est valence 2, le cuivre peut être valence 1, le cuivre peut être de valence 2, et l'oxygène de valence 2. Alors ça, c'est le CuO, c'est l'oxyde de cuivre de valence 2. Voilà, c'est comme ça qu'on le dénote, oxyde de cuivre de valence 2, alors que celui-ci, c'est le Cu2O, qui est l'oxyde de cuivre de valence 1. Alors, pas confondre les deux. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est de ne pas prendre l'oxyde de cuivre de valence 1, mais l'oxyde de cuivre de valence 2. C'est un oxyde métallique. Ne pas confondre avec les oxydes non métalliques qu'on appelle généralement par des hémipatoxydes, sesquioxyde, trioxyde, dioxyde. Voilà. C'est pas la même appellation que les oxydes métalliques et non métalliques. Ici, c'est pour différencier deux valences au niveau des oxydes, c'est bon, les dénommer au niveau de leur valence. Oxyde de cuivre de valence 1, oxyde de cuivre de valence 2. Tout comme l'argent, oxyde de cuivre de valence 1, oxyde d'argent de valence 1, oxyde d'argent de valence 2, oxyde de mercure de valence 1, oxyde de mercure de valence 2. Donc on a du carbonate de calcium en précipité qui va... on a une réaction de précipitation en couplage avec une réaction d'oxydoréduction. Bon, l'oxydoréduction, où va se passer l'oxydoréduction? L'oxydoréduction va se passer à ce niveau-ci. On a une réaction redox. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction de précipitation. Parce qu'on a un précipité de CaCO3 qui va apparaître. Et voilà pourquoi le CuO, parce que le CuO va avoir du cuivre métallique, donc ça veut dire qu'on aura, qui est rouge, un cuivre métallique rouge, valence 2 bien sûr, cuivre rouge de valence 2, qui va dénoter qu'on a une réaction, présence d'oxyde, enfin d'une réaction redox. Et à droite on aura une réaction de précipitation. Qu'est-ce qui ne va pas précipiter? Qu'est-ce qui va précipiter? Je m'excuse. Qu'est-ce qui va rester solide? C'est le carbonate de calcium qu'elle a créé. Et donc les protéines contiendront du carbone. Alors la réaction redox, la voici. Donc c'est deux CuO, on a une oxydation et une réduction, mais le cuivre rouge dénote qu'on a une oxydation, donc on aura une redox. On a 2 CuO donne 2 Cu plus CO2, C plus O2 donne CO2. Voilà le couple. Alors si je devais écrire toute la réaction, ça va donner 2 CuO en redox, hein, bien sûr. Donc c'est la partie gauche. Deux CuO qui est solide, il va donner 2 Cu qui est solide, puisque c'est un métal, plus O2 qui est gazeux. Voilà. Donc là, si vous voulez, Cu c'est solide, carbone solide, cuivre métallique solide, CO2 gazeux. Et bien sûr, vous avez de l'oxygène, bien sûr, qui va se simplifier, parce que on a de l'oxygène gazeux ici, l'oxygène gazeux ici, bon, ça se simplifie. Mais la réaction, elle est équilibrée ici. Et donc, quand tout sera brûlé, on va récupérer les sels minéraux. On aura des sels minéraux incandescents. On va récupérer les sels minéraux. Quand tout sera brûlé, la viande sera brûlée, donc qu'on contient de la viande, on aura du carbone plus des sels minéraux. Voilà, donc la viande va contenir du carbone plus des sels minéraux. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ce fameux, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de cette fameuse eau de chaux. Eau de chaux. Alors, eau de chaux, c'est ceci. Voilà, l'eau de chaux est une solution saturée d'hydroxyde de calcium, ça vous le savez très bien, CaOH2. Voilà, le calcium est ambivalent, l'hydroxyde monovalent, produit en mélangeant
de la chaux aérienne à de l'eau. La chaux se dissout faiblement dans l'eau et le filtrat obtenu constitue l'eau de chaux. Alors le filtrat, bien sûr, c'est une filtration. Hein. C'est une filtration permettant de décomposer, d'avoir un processus de séparation permettant de séparer les constituants d'un mélange qui possède une phase liquide et une phase solide, à travers bien sûr d'un milieu poreux. Alors l'autre chose se trouble en présence de dioxyde de carbone, CO2. Donc quand vous avez du CO2, l'autre chose se trouble. Bien sûr qu'elle met en évidence qu'il y a la présence de CO2. Pourquoi elle se trouble? Parce qu'il y a du CO2. Voilà. Le précipité blanc ainsi informé est du carbonate de calcium CaCO3. Donc c'est un précipité. Là, bien sûr, il ne va pas se dissocier, il va rester sous forme de moléculaire. La réaction est la suivante, CaOH2 plus CO2 donne CaCO3 plus H2O. Ça, c'est la réaction de précipitation. Voilà, on a du... bon, le CaOH2, bien sûr, il va se dissocier, puisqu'il va donner du Ca2+, plus 2OH-. Voilà, le CO2 va rester CO2 moléculaire et CaCO3 moléculaire, parce qu'il ne dissocie pas en présence d'eau. Alors, la fabrication, on peut le produire en petite quantité rapidement en faisant chauffer donc un morceau de craie à l'aide de... Bon, ça c'est quelqu'un qui veut faire ça à la va-vite, il peut prendre un morceau de craie, il fait le chauffer. Voilà, et puis il va diluer la poudre qu'il a fait chauffer. Et puis bien sûr il va filtrer le mélange obtenu à l'aide bien sûr d'un filtre à café au travers de plusieurs épaisseurs de papier absorbant dans un entonnoir. Voilà, il va mettre plusieurs papiers absorbants dans un entonnoir et il va récupérer bien sûr le filtrage. Cette méthode est souvent utilisée par les préparateurs des laboratoires de sciences de la vie et de la terre. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chauffer une flamme. Il faut chauffer à la flamme qui décompose le calcaire de la craie, carbonate de calcium, CaCO3 solide, en dioxyde de carbone, CO2, gazeux et chaud vif, oxyde de calcium, CaO. Donc là, ils font chauffer et ils décomposent le CaCO3 en CO2 et CaO. Voilà. L'hydratation de la chaux vive donne la chaux éteinte. Donc la chaux vive, c'est la CaO. Ils mettent dans l'eau et bon, ils appellent ça la chaux éteinte qui est l'hydroxyde de calcium CaOH2. Alors pas confondre CaO, chaux vive et chaux éteinte CaOH2. Bon, qu'on a mis dans le CaO, la chaux vive, dans l'eau H2O pour obtenir la chaux éteinte. Alors l'hydroxyde de calcium est dilué dans de l'eau où il se dissout que très peu, en donnant en solution donc bien sûr du Ca2+ et 2OH-. Vous le voyez ici, CaOH2 va donner Ca2+ plus 2OH-. Et voilà, ça c'est le procédé pour obtenir et un excédent d'hydroxyde de calcium CaOH2 non dissous qui reste en suspension dans l'eau. Cette première étape aboutit à un mélange blanchâtre appelé lait de chaux. Pour éliminer la fraction non dissolue en suspension, il faut ensuite filtrer le lait de chaux. On arrive finalement à l'eau de chaux limpide. Voilà. Tout ça pour obtenir voilà, la chaux, CaOH2. Il faut cependant veiller à ne pas trop charger la solution en dioxyde de carbone. Un grand excès de dioxyde de carbone peut en effet conduire le précipité CaCO3 à se redissoudre sous forme de bicarbonate HCO3- à la suite de la réaction CaCO3 plus CO2 plus H2O donne Ca2+ plus de HCO3-. La solution s'éclaircit. Alors bon, là on le voit tout de suite qu'on a obtenu du HCO3-. Et alors il faut éviter de ne pas avoir du HCO3-, c'est juste ça ici. Donc il ne faut pas aller la réaction trop loin, c'est ça que ça veut dire. Pour ne pas obtenir une décomposition, encore une fois, en HCO3-. Donc pas trop de dioxyde de carbone, pas trop de CO2. Voilà, il ne faut pas trop de CO2 pour éviter, je veux dire, d'obtenir voilà, du HCO3- qui est encore une décomposition voilà, une réaction avec le CO3 et l'hydrogène de l'H2O. Voilà. Alors, en pédiatrie, l'eau était utilisée en pédiatrie pour atténuer les coliques du nourrisson. Mais c'était pas bon, je vous le dis tout de suite, parce que le pH, là, il était trop élevé. Il était de 12,5. Bon, ça pouvait créer des graves brûlures
à la peau, à la cornée, à l'œsophage, mais il y avait un certain docteur Dorval recommandait une petite cuillère à café diluée dans le biberon. Mais bon, c'est vrai que le pH était trop élevé, hein. Alors en pédagogie, ben, l'eau de chaux est fréquemment utilisée dans les cours de travaux pratiques en biologie, en géologie ou en chimie. Elle sert à la mise en évidence de dioxyde de carbone, CO2, par barbotage, apparition d'un précipité d'eau blanc de carbonate de calcium, CaCO3, voilà, qui est de la craie. On dit ainsi que l'eau de chaux se trouble, mais cette expression révélatrice d'une conception répandue est erronée puisque c'est le liquide contenant l'eau de chaux qui se trouble lors de l'apparition de précipité et non l'eau de chaux. Parce que l'eau de chaux ne peut pas changer ses propriétés, tout simplement. Elle ne peut pas changer de propriété, donc c'est le liquide qui contient l'eau de chaux qui se trouble, et ce n'est pas l'eau de chaux. Elle est également utilisée pour mettre en évidence la dissolution de carbonate de calcium, expérience de l'eau crue qui rebondit, effervescence du calcaire des coquillages, du corail et des écailles de moule, expérience du bâton de craie, des colliers qui moussent la présence de calcaire dans un sol. Alors ici, je vous présente ici, vous avez un, un tube de sûreté avec du HCl dedans. Alors là, on va faire dissoudre on va dissoudre, euh, voilà. On a un Erlenmeyer avec du CaCO3, on a de l'eau, on a du HCl. Bon, on va voir la production, on fait passer dans un, ça c'est l'Erlenmeyer qui est à gauche et le Verapi à droite, et on a un tube à dégagement de gaz ici, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, on va mettre du HCl. Bon, le CO3 va se dissoudre. On va voir l'apparition, bien sûr, de carbone, puisqu'il s'est dissous. Le CaCO3 s'est dissous, pas à cause de l'eau, mais à cause parce qu'il est, voilà, c'est à cause du HCl, hein. Voilà, c'est en mettant du HCl qui va se dissoudre. On va avoir l'apparition de CO2 sous forme gazeuse qui va passer au travers du tuyau à dégagement. Notez là-bas le bouchon d'étanchéité, hein, voilà, dans l'Erlenmeyer. Et puis après, bon, le gaz va passer dans le tuyau à dégagement de gaz pour passer dans la solution d'eau de chaux à droite, qui est dans le verre à pied. Voilà, et là, à ce moment-là, on va voir l'apparition de bulles de CO2. Donc on a bien la présence de CO2 ici. Bon, c'est un exemple. Alors, on peut faire pas mal d'expériences, mais en tout cas, l'eau de chaux permet de voir le CO2, la présence de CO2. Et qui dit CO2 dit carbone, hein. Qui dit CO2 dit l'apparition de carbone quelque part. Mais ici, c'est parce qu'on avait mis du carbonate de calcium à gauche, donc fatalement, il y a du carbone dans le carbonate de calcium, hein. Puisque c'est CaCO3 et il y a du carbone dans le C. Bon, pour les protéines et la viande, mais il y a du carbone aussi, hein. C'est lui qui va donner le CO2 par la réaction de combustion. C plus O2 donne CO2. Voilà, qui est dans la réaction redox. Alors, l'industrie, le lait de chaux est beaucoup utilisé en traitement des fluides industriels comme réactif de neutralisation des eaux acides, permettant ainsi de précipiter les métaux lourds présents dans les fluides. Alors, je vous dis que le pH était élevé ici de 12,5. Voilà, l'autre chose, c'est fortement basique, hein. Voilà, je vous rappelle que c'est du CaOH2, c'est un hydroxyde, donc c'est une base forte. Si c'est une base forte, CaOH2 est une base forte. Et donc, quand les eaux sont, l'eau de chaux peut être utilisée justement pour rééquilibrer. Si les eaux sont acides, en mettant de l'eau de chaux, ben, on va neutraliser, voilà, l'acidité. En mettant ouais, de l'alcalinité à de l'acidité, ça permet d'avoir, voilà, neutralisation avec un pH qui va avoisiner le pH de 7. Alors, en se dissociant, les ions OH- se lient aux métaux pour donner des hydroxydes métalliques insolubles en grande partie. Les ions Ca2+ peuvent se lier au phosphate. Les ions Ca2+ peuvent se lier au phosphate ou au lion fluor, éventuellement présent dans les fluents pour donner du phosphate de calcium ou du fluor de calcium CaF2. De plus, les laits de chaux apportent une charge minérale qui permet d'obtenir des boues d'hydroxyde plus facilement filtrables dans un filtre Prest par exemple. En termes pratiques, le lait de chaux utilisé en concentration de l'ordre de 50 à 70 grammes par litre, par sa faible solubilité de l'ordre de 1 g par litre, oblige à mettre en œuvre des circuits de distribution en agitation constante pour éviter des dépôts
qui durcissent et bouchent les tuyaux. Voilà, il faut rajouter des choses pour... Parce qu'à mon avis, il n'est pas beaucoup soluble. Hein. Il n'est pas beaucoup soluble. 1 gramme par litre, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, oblige à mettre en œuvre des circuits de distribution en agitation constante pour éviter des dépôts qui durcissent et bouchent les tuyaux. En construction, l'eau de chaud est intéressante pour l'humidification des supports. C'est particulièrement le cas pour la réalisation des enduits fins stock de lacte, voilà, ou d'un badigeon. Voilà. En horticulture, le lait de chaux est appliqué sur le tronc des arbres est un excellent antiseptique qui détruit les larves des parasites nichant sous l'écorce des arbres fruitiers, notamment les carpocaps, ainsi que les champignons microscopiques qui passent également l'hiver en attendant de développer à la saison des redoutables maladies cryptogamiques, c'est-à-dire tavelure, cloque, moniliose, chancre, etc. Une application tous les 2 ans au milieu de l'hiver sur les troncs pré-brossés et jusqu'aux premières branches constitue une protection efficace. On le trouve en bidon prêt à l'emploi sous le nom de blanc arboricole. On l'applique aussi sur les parois en verre des serres pour baisser la luminosité en période estivale. Ah, ça peut être avoir une application pour les serres. Parce que trop de luminosité, ça ne va pas. Donc on applique voilà, ce produit-là sur les verres sur les verres sur les verres sur les serres. Voilà, les serres. Ouais, on applique ça sur les verres des serres. Bon, en cuisine, l'eau de chaux sert en outre dans un procédé culinaire la nixtamalisation pour améliorer la qualité nutritionnelle de certains aliments comme le maïs. Voilà. Les Asiatiques s'en servent pour préparer à la cuisson des fruits et des légumes qui, sans cette technique de trempage préalable, partiraient en compote. Cela permet aux légumes et aux fruits, une fois cuits, de rester fermes, donc présentables, tout en étant cuits à l'intérieur. Autrefois, on conservait les œufs pendant des mois en les plongeant dans une solution de chaux aérienne. Alors, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est que l'expérience ici met en évidence que les muscles possèdent du carbone. Voilà, constituant des muscles, c'est du carbone en général, puisqu'il contient des protéines et donc, notamment les protéines contiennent du carbone. Et que bien sûr, ils contiennent des sels minéraux, puisqu'en fait, quand on a tout brûlé à la fin, mais il reste des sels minéraux incandescents. Il reste des sels minéraux en finalité. Donc, que contiennent les viandes? Elles contiennent du carbone et des sels minéraux. Donc, c'est de la matière. Je rappelle que les viandes sont de la matière. C'est de la matière chimique, minérale. C'est de la matière vivante, matière organique. Organique, je m'excuse. C'est de la matière organique. Mais il contient des sels minéraux, mais en petite quantité. C'est de la matière vivante. Donc, il contient, bien sûr, c'est la matière organique contenant carbone, hydrogène, oxygène, mais aussi des sels minéraux. En petite quantité. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer comment on voit la composition chimique de la matière vivante au travers, bien sûr, de la viande. La viande, c'est de la matière vivante, puisqu'elle est constituée de cellules. Et donc ici, comme je vous disais, tout doit être calculé et réglé ici pour ne pas donner du HCO3-. De toute façon, nous ici, on regarde que le CO2. Hein. On regarde que le CO2, cette présence de CO2, c'est simplement. Donc bon, peu importe s'il y a du HCO3 moins qui apparaît ou pas. C'est juste une observation. Faire observer qu'on a du CO2 par, bien sûr, de l'eau de chaux. Et les CUO ici permettent tout simplement voilà, de savoir ce qui s'est passé au niveau de la réaction. C'est une réaction d'oxydoréduction.
avec bien sûr une réaction de combustion qui est le C plus O2 qui donne le CO2. Et comment sait-on qu'on a une réaction d'oxydoréduction? Parce qu'on a l'apparition de cuivre métallique qui est solide. Je vous remercie.